Bienvenue à tous. Donc, vous êtes donc entrés dans une session d'information spécifiquement destinée à des étudiants qui s'apprêtent à partir aux États-Unis bientôt pour étudier. Cette session durera à peu près 1 heure et demie. Moi, je vais parler en français, mais par contre, les personnes qui représentent le consulat vont parler en grande partie en anglais, mais j'espère que ça ira pour vous puisque vous êtes censé avoir un niveau d'anglais minimum pour pouvoir comprendre ce qu'on vous dit. Je vais laisser chacun des intervenants se présenter. Et puis, il y aura peut-être deux autres intervenants qui viendront nous rejoindre un petit peu plus tard. But Elizabeth and Elena, if you can introduce yourself either in French or in English as you wish. Bonjour, je suis Elisabeth, je suis une vice-consul et je fais les entretiens avec les étudiants et les stagiaires et tous ceux qui vont étudier aux États-Unis. Et nous allons expliquer le processus avec vous. Et je vous demande pardon maintenant, mon français est un peu faible maintenant parce que ça fait 8 ans que je n'ai pas parlé. Et mon collègue Elena. Oui, je m'appelle Elena et je travaille dans la section visa, justement des visas non immigrants pour les étudiants, pour tout ce qui vise les étudiants. Et si ma collègue elle s'occupe de tout ce qui est entretien avec les étudiants, ma responsabilité à moi, c'est de faire tout ce qui est avant les entretiens. Donc, on prépare les demandes, on s'occupe de tout ce qui est visa, impression. Transmission, tout ça. Donc, c'est ma responsabilité et de mes collègues aussi parce on est une grande équipe. Oui. Et nous travaillons comme une équipe pour processer le visa pour les étudiants. Alors, d'abord, je veux dire, nous sommes très heureux que vous avez l'intention d'étudier aux États-Unis. Je vais continuer. Hein? On va laisser peut-être Inès et Henri se présenter et puis après on passe à la présentation. Inès? Du coup, moi, c'est Inès, je suis étudiante à l'IAE et je suis partie l'année dernière à l'Université de Géorgie aux États-Unis, à Athens, c'est à côté d'Atlanta, et je suis rentrée lundi dernier. Henri? Donc, bonjour à tous. Je suis Henri, je suis actuellement étudiant à Emory University dans la Géorgie, à Atlanta. Ah bah, Atlanta est en force aujourd'hui. Donc, je suis encore sur place et je rentrerai d'ici 2 semaines. Voilà. Très bien, parfait. Et donc moi, je me présenterai un petit peu plus tout à l'heure, mais je suis Céline Ouziel, je travaille à la commission franco-américaine Fulbright France et en particulier auprès du réseau Education USA depuis bientôt 24 ans maintenant. Donc voilà, je vais donc partager mon écran pour que Elisabeth et Elena puissent commencer leur présentation visa. Entre-temps, n'hésitez pas à écrire vos questions au fur et à mesure sur la petite boîte. Alors évitez d'écrire dans le chat, écrivez plutôt dans la boîte qui s'appelle Q&R. Pour que ça sera plus facile pour nous à gérer. Et puis, si vous pouvez soit écrire vos questions pendant la présentation, mais on y répondra plutôt à la fin. OK. We are going to start discussing student visas now. I will continue in English. And if there's anything complicated, we'll also explain it in French. First of all, I want to say welcome. We're very glad that you're here and that you are trying to learn about the process so you can be better prepared when you come for your interview. There are essentially two kinds of student visas, and we will discuss this in this presentation. So we will continue on to the next slide.
Okay, the first message we have, faites vos démarches à l'avance. C'est très important. We have many people applying for visas, and there is a very large demand. In addition to which, we are not quite sure what our plans are in the future because access to our area of Paris will be limited during the Olympics. So please, please plan in advance. Don't worry about having paid certain fees. Make sure you get that appointment and you complete your application and you pay your application fee. Do you have anything to add? Je voudrais juste ajouter le fait que comme les Jeux olympiques s'approchent, il faut vraiment, comme Elisabeth elle a dit, il faut faire les démarches à l'avance. Sur le site, il y a la possibilité de prendre un rendez-vous et justement, on veut vous parler du rendez-vous accéléré. Très souvent, les demandeurs, quand ils se connectent, ils voient que la prochaine date disponible, c'est au mois de, disons, décembre 2020, décembre ou janvier 2025. Donc, ils abandonnent de continuer et comme ça, ils commencent à envoyer des emails. Je dois aller cet été ou j'ai un programme qui commence au mois de septembre, comment je fais? Donc, pour ce qui est le rendez-vous accéléré, il faut prendre la date qui est disponible et puis vous allez pouvoir sur votre compte faire une demande de rendez-vous accéléré. Notre management, il suit ces rendez-vous justement. Ils savent, ils sont au courant qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent faire leur demande cet été. Donc, ils suivent toutes ces demandes de rendez-vous accélérés. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir une réponse. Mais pour arriver à cette opportunité, à cette possibilité, il faut prendre un rendez-vous pour la prochaine date disponible et ensuite faire une demande de rendez-vous accéléré sur votre compte. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir une date plus proche que celle qui est disponible sur le site. Et aussi, donc, on sait très bien qu'il y a on attend beaucoup d'étudiants, donc on essaie au maximum de mettre des disponibilités pour que tout le monde puisse faire sa demande ou déposer sa demande et Oui. obtenir un visa à temps. Bon, merci. C'est très important. Maintenant, nous allons parler de deux types de visa d'étudiants. Ce sont les F1 et le JA1. Alors, I will continue in English. The F1 is to go study at a university or an educational institution in the United States. And the J1 is also to study at educations, but it's a little broader. You can study, do research, faire les recherches, faire un stage, faire de programmes culturels, comme par exemple, nous allons un programme qui s'appelle Summer Work and Travel, where students go and work in the United States during their break. For instance, some students are going to Walt Disney World this summer. So the J1 visa is a broader definition. And the idea is to do research at any level, to do an internship, perhaps do a special exchange program as a student where you might work in the United States. Some students will go to do a high school one-year studies in the United States. Some people will go and do a one-month program. The important thing to know is that it's a very specialized category that covers a lot of opportunities. And it also covers, we have what's called an au pair program in the United States, where French students go and help families in the United States, say with childcare, and they're allowed to stay and work and live with the family. And they may also want to study a little bit and improve their English while they're there. The important thing to remember, though, for these two categories is you do have to have a certain amount of English. So with the F1 and the J1, what that will mean is that you will be interviewed in English. Do you have anything to add? No, Yeah. nothing for now. Okay. For both programs,
you'll receive applications from the program sponsors themselves that will support your application. So for the J1, there is what's called a certificate of eligibility qui s'appelle le DS 2019, and that will come from the organization, and we'll show you a copy of that in the next slide. It will explain, there you go. It's right there. It has a code that can be scanned, and you will bring that to your visa interview. It will, let me talk to you about it. It will have your name. It will tell you who the sponsor is. It will tell you the duration of the study. And you will see in the particular one we have on the screen, it says Summer Travel and Work. And that is the program I talked about, where students from France or other countries go and work in the United States for the summer in a number of opportunities that are really associated often with vacation. And as I mentioned, Disney World hires a lot, and resort locations and hotels and things like that. It will describe the program. It will describe the dates that you will arrive and you will leave. And it will also have a person who has to sign the application before you even receive it. You'll see this one has a signature. And these are issued by programs, they're issued by universities. Anybody who has the authority to issue these, there are a number of different kinds of agencies and educational institutions who can issue them, but they have to have the authority from the State Department, which is our foreign ministry, and we are the people who process the visas. At the very bottom of the Fond du Formulaire, you will see a place that will be signed by the vice consul. And there are, at the second page, it will explain what all this means. That means many countries require that people who study in the United States under this program and develop special skills, those people have to return to their country and apply those skills to the benefit of the country with what they learned. There's also a category of if you receive government funding, and that's US government funding to attend a program, the program category will say, up above it says P, it will be saying G. Now, fortunately for France, very few people are subject to this 2-year requirement. And most applications will be checked off number 1 at the very bottom. You are not subject to this requirement. So you are very fortunate in France that you do not. So that's a particular requirement. If somebody were wanting to immigrate, they wouldn't be able to immigrate unless they met that 2-year demand. So I will turn to my colleague now. Par rapport au formulaire, donc avant, on demandait que ce formulaire soit l'original, celui qui a été envoyé par le sponsor ou l'organisme aux États-Unis, qui est envoyé par la poste, et avant, on le demandait en original. Maintenant, ça peut être une copie envoyée par email. Par contre, quand vous vous présentez pour votre entretien de visa, ici, sur ce formulaire-là, on ne le voit pas, mais tout en bas de la page, il y a un lieu pour une signature du demandeur de visa. Donc, vous pouvez signer votre formulaire tout en bas, là où c'est marqué Signature of Applicant. Pour le lieu, vous pouvez mettre votre lieu où vous habitez. Sinon, vous pouvez mettre le lieu de l'ambassade, ça veut dire Paris, et aussi la date où vous venez pour l'entretien. C'est pas grave si vous le faites pas avant. Nous, quand vous venez à l'ambassade, on va vous faire signer. Mais voilà, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que le visa, il sera limité au programme. Donc, si par exemple, dans ce formulaire, c'est marqué 26 février 2023, le visa, il sera limité à cette date-là. Et aussi, vous pouvez partir aux États-Unis, vous pouvez faire la demande de visa avant, si vous avez tous les documents nécessaires, notamment ce formulaire DS-2019. Mais vous pouvez partir aux États-Unis pour commencer le programme 30 jours avant. Et vous avez 30 jours de période de grâce
On l'appelle, nous en tout cas, on l'appelle comme ça, après la fin du programme pour pouvoir voyager, visiter et revenir dans votre pays d'origine. Voilà, je pense qu'on a dit tout. Oui. Et c'est important de connaître Le qu'il y a service. hein, Il faut aussi ajouter qu'il faut payer les frais de service pour le faire la frais de demande. service. Oui. Nous allons parler de ça après parce que Mm. ça appartient à les deux visas Mm. aussi. Le second visa, c'est le F1, c'est plus commun. Comment? Voilà. Merci. Et sont les études générales pour la langue et les recherches, les étudiants qui font un programme de degré. It's for students who are studying. Mostly it's for undergraduate and graduate, postgraduate work. Sometimes it will be for language studies, or even a short program where there are more than than 20 hours of education in the classroom. An F1 is required. So this will be issued to you by your sponsoring organization, an educational institution. And in it, it will describe what your program is. Again, that also has to be signed. It will tell you how long the program is valid for, and it will allow you to study. And there are some which will be discussed later. So opportunities after a certain period of doing some work in the United States, but that's after you've been studying for a little while. Usually it does not pertain to English students and short-term students. Again, the same limitations on when you arrive in the United States. It has to be no more than 30 days, no more than 30 days. So don't leave before 30 days before your studies start. And you have up to 60 days to leave after the completion of your program. For both these visas, those time periods are regulated under a system called SEVIS. It's SEVIS. And for that, you have to pay an extra fee. So when you apply for your visa, there are two fees that you pay. One is the visa application fee, and the other is the student fee that you pay online. And you have to bring proof of that payment. Okay? The important thing is to understand with this payment is SEVIS regulates and monitors where students are in the United States. Universities report the presence of the students and the completion of studies. So that's what that fee pays for. So people understand that if they're in status, they're fine. But once they complete their studies, that is a general system of monitoring, and that's what the fee goes towards. We'll go through the formula, we'll go through the application now, and I'll turn to my colleague to see if she has anything more she wants to add before we look at the application. Concernant le sévice, très souvent, ce qui se passe, c'est que le demandeur, il arrive et il a payé le sévice la veille. Ça veut dire le jour avant son entretien. Il faut savoir que pour que le paiement apparaisse dans le système et pour qu'on le puisse voir, on a besoin de quelques jours, 2-3 jours. Donc, si le paiement est fait la veille, ça veut dire que le jour de l'entretien, on ne voit pas encore le paiement, ça retarde la demande de visa. Donc, nous vous conseillons vraiment de faire ce paiement avant l'entretien, quelques jours avant, disons 5 jours avant votre entretien. Oui. And it's also important to know, get your appointment first and pay your MRV fee. If you're unsure about when to pay for service, make sure it's paid before the entretien, payez avant l'entretien, mais vous pouvez payer après the date of the interview. Once you've scheduled you can pay for it afterwards, but before the actual interview. Okay? Does that make sense? Okay. Let's look at now the application, the F1 form.
let's go back to the form. Yeah. You will receive this from your sponsoring organization, your educational institution. It will have the name of the institution, and it will have the period of study. It will have what you are intending to study. And there's a very important thing that says, for instance, look at the educational. This person's going for a doctorate, a doctorat. They're a major. They're going to be doing in economics. They're going to, that's going to take 72 months, the time period. And you see where it says English proficiency. That means the university or the educational institutions requires you to have the English proficiency that will allow you to achieve your studies. And the important thing is that is why the interview is conducted in English, to basically help us understand, are you going to meet those goals? I want to add that I understand it's sometimes when you're standing in front of somebody who's doing an interview with you, one's ability at language that's not your own is not as strong as it is when you're actually speaking with your friend. We do understand that. So don't worry about that. We will help you succeed. Okay. The other part of the application further down, it says financials. And you will talk about how much you are expected to pay. We'll talk about how much the program cost, and this is the annual cost, and it will break it down. Now, in this particular case, the student is only expected to come up with $3,000 because they will be getting a scholarship of $29,000. So at your interview, we are required to look at your financial ability to pay what is required. So we may ask the student, who will pay the $3,000? And how, and can you give us proof of that? In many other cases, a student will be expected to pay everything because they won't be getting a scholarship. And that can be quite a bit of money or not. So please come prepared with financial information. If your parents are paying and you have a bank letter saying we have the money for that first year, that's all we ask to see. But we are required, even if you tell the university, I have the money, and and the university verifies it, we have a second obligation to look at that information at the interview. Okay? And you see in the remarks section, orientation begins that date. So for you as a student is, you cannot enter until 30 days before that date on your form. The other thing is carry this form with your passport, like with you when you enter the United States. They will ask to see it when you check in with the immigration officer. Okay? The school has to sign the form, and for students who are returning, they already know how to do this, so we won't go there. Elena? Non, je voudrais juste ajouter par rapport à ces deux formulaires dont on a parlé, le I-20 pour les étudiants et le DS-2019 pour tout ce qui est étudiant, échange et tout autre programme. Donc, ces deux documents, ils sont importants de les amener le jour de l'entretien, mais c'est aussi important de les avoir quand vous voyagez aux États-Unis. Un qui va être signé par l'officier, le DS-2019, et celui-là, donc il faut le garder avec le passeport et voyager avec. Donc, ce sont des documents très importants. Mis à part le visa, il faut aussi garder ces deux documents avec vous. Parce que quand vous entrez aux États-Unis, l'agent d'immigration peut vous demander voir le formulaire. Oui. C'est très important. Voilà. Alors, maintenant, comment présenter sa demande? Bon, c'est important de réunir les documents nécessaires, le I-2019 ou le DS-2019 ou le I-20, Oui. Votre passeport, les documents qui indiquent que vous pouvez payer, et le preuve que vous avez payé le frais de service.
Et une photo qui est récente, faite pas plus de 6 mois. Pas plus de 6 mois. Oui, une photo récente. Oh, photo récente, oui, Photo c'est récente, très pas plus de 6 important. mois. Oui. Il y a beaucoup de gens qui, Présente les photos qu'ils ont utilisées avant ou des photos oui, qui datent depuis. parce que ils sont jamais âgés. Voilà. So, et compléter le formulaire de demande de visa, c'est très important Des 160. de compléter avec les informations très spécifiques, votre nom, prénom, date de naissance, les noms de vos parents, et le nom de l'Institut d'éducation, le nom si vous travaillez, tout ça. Si vous avez jamais visité les États-Unis, si vous avez des familles aux États-Unis, tout ça. C'est très, très important d'être très exact sur ça. Oui, et d'imprimer la page de confirmation, c'est bien quand vous venez à l'ambassade le jour de votre entretien visa, d'avoir la page de confirmation que vous allez recevoir quand vous finissez le formulaire. Vous allez la recevoir sur l'adresse électronique. Donc, vous imprimez cette page de confirmation parce que ça nous aide en cas de, voilà, d'exception où on n'a pas accès au formulaire. On peut le retrouver vite avec la page de confirmation du formulaire des 160. Bon. Et the better prepared you are when you arrive for your interview and have done all your homework, the better the interview and the faster things will go. Mhm. Okay. What do you need for the interview? Shall we go to the next slide? Okay. You'll need your passport. Your passport has to be valid. You'll need the DS-160, the printout that says you have made your application. You'll need a photo, no more than 6 months old. You'll need the DS 2019 or the I-20, as we talked about. Mhm. And for those who are resident in France but who are not French citizens, we will ask for your titre de séjour, and we may ask some questions about how long you've been living in France and about your program and how your studies in the United States supplement your studies in France. Et on pourrait ajouter à cette liste-là, vous pouvez aussi imprimer votre confirmation de paiement du sévice Oui, et l'amener le jour de l'entretien. bon. Le rendez-vous, C'est l'ambassade. c'est une carte, l'ambassade, location de, c'est tout près de Place de la Concorde. Et il y a beaucoup de stations de métro Oui. tout près. Et le rendez-vous ne peut pas être fait ailleurs que à l'ambassade. Vous ne pouvez pas le faire aux autres consulats des États-Unis en France. Merci. Juste pour ceux qui n'habitent pas dans la région parisienne, on nous a annoncé des fermetures de métro pendant les Jeux Olympiques et même bien avant. Donc vérifiez bien que vous n'allez pas arriver en retard à votre rendez-vous. Donc je sais que tout le métro Concorde, quelle que soit la ligne, tout ça, ça sera fermé à partir d'une certaine date au mois de juin. 17 juin, Le 17 juin. Par contre, je pense que Oui. vous pouvez descendre à Madeleine et je sais plus quel autre Opéra. Peut-être. Ouais. Donc, faudra peut-être marcher un peu. Donc, calculez votre temps de trajet réel pour ne pas arriver un quart d'heure en retard à l'ambassade. Oui. Et c'est important de voir vos documents I should explain, really make sure you have your documents. Otherwise, to be admitted to the area, there may be some barriers as we get closer to the Olympic Games. So it's important for those who are controlling the area that they understand you are coming for an interview at the visa. And the printout of your visa application is proof that you are coming to the embassy for your application. Yeah. I also, is there a printout for the appointment? Yes, there is Okay. one. So I wanted to add that they can print the Yeah. actual like appointment. So, do you want to say that in French? Oui, donc
Mis à part le DS-160 et la page de confirmation que vous avez rempli le formulaire DS-160, il y a aussi les instructions pour tout ce qui vise l'entretien. Dans ces instructions que vous allez recevoir par email, il y a la date, il y a le lieu, donc vous pouvez utiliser ça pour avoir accès à l'ambassade en cas de contrôle ou vérification ou besoin. Yeah. And I think the fermeture will last until the beginning of September. So, we can continue? Okay, le rendezvous. Be on time. It's extremely important. And also be aware, no ordinateur, we will not accept, and there is no place to put The laptop. ordinateur portable, les valises de nourriture et les boissons. Si vous avez des choses comme ça, vous n'aurez pas le droit d'entrer dans l'ambassade pour faire votre entretien. Oui. OK? Le téléphone portable à remettre au service de sécurité. Alors, ça veut dire que quand vous entrez dans la salle d'attente, vous n'aurez pas le téléphone, Oui. accès au téléphone. Alors, si vous avez des documents, Sur le il faut, téléphone. sur le téléphone, il faut les imprimer. Imprimer? Imprimer Il faut que avant. ce soit imprimé en papier. Oui. Parce que vous n'aurez pas le droit de faire référence à votre téléphone. Et prévoir un délai d'attente. Alors, ça veut dire que patienter dans la salle d'attente, ça prend quelques heures parce qu'il y a tellement de personnes. Et soyez patiente. Oui. Nous allons travailler le plus rapide possible pour vous aider, et de faire les entretiens, mais ça prend du temps. Autre chose? Non. OK? Merci. Elisabeth, il y a une question qui est un peu en lien avec justement le rendez-vous. Est-ce qu'il y a une raison qui pourrait, voilà, une chose qu'il faudrait éviter de dire ou de faire qui pourrait mettre en péril le rendez-vous et le visa et la délivrance du visa? S'il y a un délai? Non, j'ai pas No, compris. if there is anything they shouldn't say so as to avoid having a visa denial. Ah, OK. Every interview, chaque entretien est individuel. Mais la plus importante chose à dire, c'est soyez honnête. S'il y a une question, répondre con honesty en anglais. Et c'est très, très important. Il n'y a pas une question qui vous... there is no question that will hurt you as long as you're honest in your response. All right, that's what we like to see. If we ask you a question, just respond as honestly and to the best of your ability as possible. There is no trap. We are not trying to trick you. We do want you to succeed, and we love having you want to study in the United States. Parfait, parfait, non? Okay. Rien à ajouter. Okay. Does that answer the question? Yes, I guess so. Maybe I'll let you finish the presentation, and I have seen a couple of questions. Oh, the response. Faut prendre rendez-vous dès que vous avez tous les documents. Schedule your appointment as soon as you have your DS 2019 or the I-20. Ouais. Once we have taken your passport after the interview, we will let you know how long it will be before you can receive your passport with the visa. The visas are put inside the passport. So when you come, expect that we will hold your passport so we can process the visa. There are two ways to receive your passport back. We can either send it by mail, or you can pick it up in Paris
at a location in the 15e arrondissement, and it usually takes at least a week. Et je veux ajouter à ça que tout changement par rapport à comment vous allez récupérer le passeport, si par exemple la première fois quand vous avez fait la demande, vous avez opté pour le pick-up, mais que vous avez changé d'avis et que vous voulez payer les frais additionnels pour que le passeport soit envoyé par la poste, tout changement est possible sur le compte, c'est le demandeur qui doit le faire, mais tout changement est possible avant les 6 heures du matin du jour de l'entretien. Donc, quand vous venez à l'ambassade et vous dites, moi, je veux changer, je veux que le passeport soit envoyé ou j'ai opté pour l'envoi par la poste, mais j'ai changé d'avis, je voudrais récupérer le passeport dans le 15e arrondissement, le changement ne sera plus possible parce que c'est possible jusqu'à 6 heures du matin du jour de votre entretien. Donc, pensez à faire ce changement avant le jour de votre entretien. Okay, that's important to understand because many people ask, can you mail it to me? And the answer will be no. But a friend can pick it up for you. Yeah. Give them a copy of your email notification that the passport is ready and they can go to the center. How long it takes depends on the applicant. In general, it takes about a week to a week and a half for you to be notified that your passport is ready for pickup, or perhaps a little longer if it's coming by mail. There are some cases where there will be delays in passport processing, and that will be specific cases, and you will be advised of that. If it might take longer, you will be advised at the time of the interview. Generally, at the conclusion of the interview, you will be told if the visa is issued and how long it will be before you can expect to receive your passport or if there are further delays. Okay? And that is the end. We will be happy to go through the questions. Yes. No? Yes, I've seen a couple of questions concerning nationality and where it is possible to apply for a visa. For someone who is not a French national, but I guess it is possible to apply in Paris, but they need to be a resident, right? Well, technically, it helps if they're a resident, but there is no requirement that they be a resident of Paris. If they have a student visa interview in Paris, they don't have to be a resident of France. We are open to accepting people from other countries, but be aware that it's harder to qualify because we don't know how to evaluate your intent to return home after the conclusion of your studies. And that is one of the factors. Sorry. I had a response about it, if possible. Oh, yes. I'm sorry. Donc, Go ahead. par rapport au visa à faire dans un autre pays, je résidais et j'étudiais à Montpellier, mais mon adresse permanente était en Bulgarie, à Sofia. C'est là-bas que j'ai pris un rendez-vous pour le visa et tout s'est bien passé. Je n'ai eu aucun problème, que ce soit à la douane, pour faire les démarches administratives avec l'établissement scolaire, enfin l'université plutôt. Et juste pour raconter rapidement mon expérience, ça s'est passé vraiment à peu près comme les intervenantes l'ont décrit. Donc, j'ai réussi à avoir un rendez-vous accéléré au bout de 1 mois. Euh, je pense que j'ai dû passer à peu près 2 à 3 heures dans la salle d'attente. Et au bout de 1 semaine, j'avais la possibilité d'aller récupérer mon visa directement. Donc, un service postal, pas à l'ambassade directement, mais l'ambassade l'avait envoyé à un service type DHL. Vous vous rendez sur place, vous le récupérez, ou alors vous le faites délivrer à votre domicile. Alors oui, donc c'est possible de faire la demande. Alors là, je pense que nos collègues du consulat ont dû se déconnecter parce qu'apparemment il y a eu une alarme au consulat. Donc on va essayer de répondre aux questions comme on peut jusqu'à temps qu'elles reviennent. Donc
Il y a, pour la question sur où est-ce qu'il est possible de faire sa demande, théoriquement, on peut faire la demande quasiment dans tous les consulats américains. C'est mieux de faire la demande dans son pays de résidence permanente. Mais on peut tout à fait le faire ailleurs. Donc là, par exemple, j'ai une personne qui me dit est-ce que je peux le faire en Tunisie? Bien sûr. Mais si vous êtes de nationalité tunisienne et que vous êtes résidente permanente en France, vous pouvez tout à fait le faire aussi à Paris, mais il faut venir avec votre titre de séjour. Après, au niveau des démarches, en gros, les démarches seront à peu près les mêmes pour quasiment toutes les demandeurs de visa d'étudiants, que ce soit pour le visa F ou le visa J, mais il peut y avoir quelques différences au niveau des procédures, notamment pour fixer une date d'entretien. Ça sera peut-être pas la même chose, ça sera peut-être pas la même plateforme pour prendre rendez-vous en France ou dans un autre pays, peut-être en dehors de l'Europe. Et ça sera peut-être pas la même procédure pour l'envoi du passeport. Voilà. Donc, mais sinon, tout ce qu'il y a au milieu, les démarches, le DS 160, les frais sévices, les frais de demande de visa, tout ça, ça sera pareil dans n'importe quelle ambassade. Elizabeth? We are back. Oh, you're back. Okay, good. Our alarms have stopped. They were false alarm. Okay. Hopefully. Une alarme false. Une alarme, une fausse alarme. Une fausse alarme. Alors, Céline, why don't you share with us what questions we should answer? And then we can, because I know you've answered questions already. Okay. So, one person is asking, maybe it's peculiar, but when you complete the DS 160, I guess there are certain names that are not accepted because, for example, there was one person who has an hyphen, in her name, and apparently it's not accepted by the system. And I guess it's the same for other, des accents ou d'autres. So in that case, you just have to put a space, right? Right. Yeah. Yeah, go ahead. Oui, donc dans ce cas-là, s'il y a des tirets, il faut mettre un espace. Tout ce qui est accent, cédille, toutes sortes d'accents qui sont en français ou dans toute autre langue, même sur le visa, ils vont pas apparaître parce que techniquement, c'est pas possible. Donc, il faut juste mettre le C sans cédille ou le A sans accent, le E sans accent, et comme ça dans toute autre langue. Mhm. Et si vous voulez nous aider, si vous êtes bien gentil de nous aider, il faut mettre tous les prénoms que vous avez dans les passeports et tous les noms de famille s'il y en a plusieurs. Ça nous aide énormément et ça évite de faire des erreurs si jamais, voilà. Il y a une question par rapport au délai d'attente dans la salle d'attente du consulat. Est-ce que si ça dure trop longtemps et que la personne a prévu un rendez-vous après, est-ce que c'est possible de reprogrammer un rendez-vous gratuitement ou est-ce qu'il faut repayer? Non. Et c'est meilleur de patienter dans la salle d'attente parce que si vous quittez, serait quelques mois pour retourner. Oui. Donc, Ne faites pas un rendez-vous après ça. Non, il faut vraiment faire en sorte de ne pas avoir de rendez-vous après. Il faut vraiment. Donc, si vous avez un train à prendre, par exemple, prenez-le, je sais pas moi, à 20h ou à 21h, comme ça, vous êtes sûr de pas rater votre rendez-vous. Il y a une question sur le J1 Uh-huh. sur les stagiaires. Yes. Ça dépend de l'université parce que c'est l'université qui émet le formulaire JA1. Alors, c'est vraiment la décision de l'université.
Your peeve. Okay, but I think the question, maybe you're reading another question, but there's someone who is not going to study in the US. He's going to for an internship directly. I guess it's with the J1 intern program. So it's the same. Visa application, except that the DS 2019 will not be delivered by a university. It will be delivered by a sponsor organization. But I cannot explain that. It's very peculiar. So I encourage Charlène to contact me directly so that I can give her the information about internship in the US. That's not really the purpose of this session. Maybe if I can give my experience about working as an exchange student in the US. Yeah, I'm going to talk about that afterwards. So don't worry. That Okay. the question was more like going to the US directly for an internship and not after this. But I'm going to talk about CPT and OPT and you can share your story. Okay. J'ai déjà fait ainsi qu'en a, cependant on ne trouve pas de preuve de paiement de ces. Yes, so that's not a. Could you please? Concernant les étudiants participants au programme. Okay, so are there any financial certification required for the interview? Yes, if you are expected to pay a certain amount for your education, the I-20 will say so, and so will both forms will explain what you are expected to pay. You need to prove that you can pay that. Often a letter from the bank showing that you have those funds, and it's the payment for the first year if you're going for long-term studies. It is the payment for the first year that we need to verify. So the answer is yes. Yes, there's a question that I have every time I do that session. Is it possible to enter the United States? I guess before 30 days before the start of the program with ESTA, and then start the program with the visa. Technically, you are, if you're French, you can enter as long as you have ESTA clearance, but do not do it if you're going to study. It's very complicated and it really will mean much more paperwork for you. It is extremely important to enter the United States in accordance with the correct visa. ESTA does not permit you to study. It does not permit you to change status. It only allows you to stay for 90 days, and you have to have a round trip airplane ticket. So ESTA is not the way to enter the United States on an F visa because you are not permitted to study. So you must enter the United States with your F1 visa. Do you have any? Non, that's fine. Je vois ici des questions, par exemple la question de Brice. Le J1 peut être renouvelé sans délai ou y a-t-il un délai entre la fin du premier et le deuxième J1? Il n'y a pas de délai, juste que peut-être 80, comptez peut-être 80 jours, 90 jours avant le début du programme pour faire la demande. Et puis, Oui. c'est 30 jours pour entrer aux États-Unis. In the waiver program, the IWP? Ou la personne peut aussi qualifier pour le ou le IWP, c'est le Interview Waiver Program. Quand la demande elle est juste déposée par la poste, il y a les instructions sur le site. Donc, la personne n'a pas besoin d'un entretien, il faut juste payer les frais de visa. Il y a les instructions sur le site. Le site, automatiquement, normalement, il donne toutes les instructions nécessaires. Et comme ça, la personne n'a pas besoin de venir à l'ambassade, elle fait le renouvellement sans entretien par la poste en nous envoyant le passeport et les documents nécessaires.
Je voulais juste ajouter que pour le J1, je rappelle un peu à tout le monde que le J1, c'est un visa qui concerne beaucoup de catégories. Le visa F, le visa F, c'est vraiment que pour les études, mais le visa J, ça concerne vraiment beaucoup de catégories. Donc je pense que la plupart d'entre vous, c'est dans le cadre d'un programme d'échange universitaire, mais pas que. Ça peut être pour la recherche, ça peut être donc pour le programme Summer Work and Travel, comme l'a dit Elisabeth. Ça peut être pour un stage, internship, à la fois le statut intern et trainee. Donc là, c'est pour aller faire directement un stage sans passer par la case études. Ça peut être pour le programme au pair, et je crois que j'en oublie. Donc, ça dépend quand vous dites renouveler le J1, est-ce que c'est pour le même programme ou est-ce que c'est pour un programme différent? Donc ça, c'est une question aussi à se poser. Bon. Il y a aussi une question. Bonjour, si on nous propose une date pour l'entretien, mais on ne peut pas y aller, serait-il possible de la décaler? C'est le demandeur qui doit la décaler et choisir. Donc, sur son compte, il ou elle choisit une autre date. C'est cancel, c'est pas cancel, mais reschedule, oui, reschedule my appointment. C'est le demandeur qui doit faire. Il y a une autre question par rapport au nom dans le passeport. Donc, vous mettez le maximum de ce que le formulaire vous permet. Et puis, le jour de l'entretien, les responsables du consulat, ils vont ajouter, il y a une case où on peut ajouter tous les noms, les prénoms, même s'il y en a plusieurs. Oui. D'accord. Il y avait une autre question sur l'arrivée et le départ. Si le 30 jours est cumulatif ou c'est 30 jours en avant ou 30 jours et 30 jours après. C'est 30 jours en avant et 30 jours après. C'est pas cumulatif. Oui, Ça c'est fait pour le J. 60 jours. Voilà. Pour le J. Pour le J, parce que pour le F, c'est 30 jours avant, mais 60 jours après. Exactement. Merci. Mais vous pouvez pas ajouter les deux. Oui. Trouve toujours un moyen d'essayer de rester plus longtemps. C'est très important de suivre les règles d'immigration aux États-Unis. Oui. Parce que le service et au système de savoir où sont les étudiants et c'est très, très important de suivre les règles. Suivre? Sûr. Les règles. Alors, on est un peu, how do you say that, un peu en retard, mais bon, c'est important qu'on essaye de répondre aux questions des visas. Donc, ce que je vous propose de faire, Elena, Elisabeth, can you stay maybe 5 minutes? Oui, oui. I can talk about the work opportunities. Let me find my PowerPoint back. Not very well. Okay. So, j'espère que vous allez pouvoir voir ma présentation. Donc, je vous expliquerai peut-être après qui je représente en particulier. Donc, juste pour finir sur le visa et notamment le visa F. Donc, Henri, vous pourrez nous parler de votre expérience. Donc, vous avez plusieurs types de possibilités quand vous avez un visa F. Donc là, on est d'accord, vous partez pour faire des études et en général, c'est pas toujours dans le cadre d'un échange universitaire. Ça peut être pour préparer directement un diplôme. Donc, vous avez la possibilité de travailler sur le campus jusqu'à 20 heures par semaine. Donc ça, c'est des petits jobs, mais c'est limité au campus.
pouvez pas travailler dans un McDo qui n'est pas sur le campus. Vous avez ensuite la possibilité, au bout d'une année d'études, de faire un stage avec l'accord de votre département académique. Ça s'appelle Curricular Practical Training. Donc ça peut mettre en pratique ce que vous avez appris pendant cette année. Ou alors, vous pouvez, à la fin de votre programme ou l'obtention de votre diplôme, faire un stage plus long de 12 mois minimum. Ça dépend 12 mois pour tous les détenteurs de visa F, mais ça peut aller même plus longtemps pour ceux qui font des études dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, les STEM. Là, vous pouvez faire jusqu'à 3 ans de stage dans une entreprise américaine à plein temps et ça s'appelle OPT. Mais pour ça, il faut l'autorisation des services d'immigration. Vous pouvez pas le faire simplement avec l'autorisation de votre université. Est-ce que Henri, vous voulez parler de votre expérience? Oui, alors moi j'ai un visa J1, mais c'est à peu près les mêmes règles qui s'appliquaient à moi. Donc je suppose que ça dépend vraiment de l'université d'accueil. Moi, à Emory, j'ai pu travailler jusqu'à 20 heures par semaine sur le campus. J'ai compris qu'il y avait aussi une autre autorisation ou restriction. Et on avait la possibilité de travailler en dehors du campus, mais dans ce cas-là, il fallait que la tâche à faire soit directement liée à notre domaine d'études ou à notre activité ici. Donc, si je suis parti pour faire un master en LLCR anglais, donc littérature, culture anglaise, il m'aurait fallu, par exemple, prendre, je sais pas moi, un poste en tant que stagiaire de prof d'anglais, quelque chose du genre. Mhm. Okay. Et Léonore, j'ai vu que vous avez levé la main. Oui, j'avais juste peut-être une remarque à faire sur le visa F1, même si c'est pas exactement sur le fait de travailler, mais donc corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que le visa F1 exige dans les échanges universitaires que les étudiants de licence aient un minimum de 12 crédits universitaires américains. Oui. Et c'est un minimum de 9 crédits américains pour les étudiants de master. Donc, j'ai pensé que c'était important pour les participants Oui. que quand vous allez faire votre contrat pédagogique, donc si vous faites un échange universitaire, faites bien attention à être conforme à cette exigence. Donc, si vous êtes en licence, un minimum de 12 crédits et en master, un minimum de 9 crédits. Oui, vous avez raison, Léonore. Effectivement, les étudiants internationaux ne peuvent pas prendre des cours à mi-temps. Hein, donc, vous avez un minimum de cours à prendre par semaine. Bon, donc en général, c'est à peu près 12 heures de cours par semaine. Ça correspond plus ou moins à 12 crédits par semestre. Et effectivement, au niveau master, ça peut être un peu moins parce que souvent, quelquefois, ceux qui sont en master peuvent travailler en tant qu'assistant, par exemple, ou travailler pour le département dans lequel ils font leurs études. Elisabeth et Elena, peut-être vous avez des choses à ajouter par rapport à ça, même si c'est des choses qui se passent une fois que les étudiants sont sur place. Non, nous allons émettre le visa pour le temps maximum, mais c'est important de savoir si vous quittez les États-Unis, par exemple, si vous faites une visite à Mexique, au Canada par voiture, le visa doit être valide pour retourner aux États-Unis. Beaucoup de personnes oublient de checker le visa et la date de visa peut-être, et vous n'aurez pas le droit de rentrer aux États-Unis. So, toujours vérifier la date de visa avant de partir. Inès. C'est un petit avis. Il n'y a pas, je sais pas d'autre chose. Non. Écoutez, peut-être qu'on va vous laisser partir, Elena et Elisabeth. Il faudrait que vous repreniez le travail et que vous fassiez justement des
des Il y a visas. d'autres visas à faire, Oui, à processer. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. vous, Bonne merci chance. beaucoup. À bientôt, au Merci revoir. beaucoup. Au À revoir. bientôt. Inès, est-ce que vous avez quelque chose à nous partager par rapport à votre expérience? En plus, vous êtes revenu depuis pas très longtemps. Est-ce que vous vous souvenez comment s'est passée votre demande de visa? Vous avez peut-être des conseils à donner à ce niveau-là? Alors, moi, ça s'est passé en fait un peu comme elles l'ont expliqué. Moi, je suis à l'IAE de Lyon. Donc, du coup, j'ai dû aller à Paris pour le visa. J'avais dû prendre un rendez-vous aussi d'urgence en accéléré, quelque chose comme ça. Ça allait assez rapidement. Euh, C'était plutôt simple. Il y a beaucoup de papiers à faire et tout ça, mais en lisant correctement les mails et en se renseignant, on y arrive plutôt bien. Et puis, c'est tout. C'est vrai que je travaillais aussi sur le campus, du coup, moins de 20 heures par semaine. On le faisait un peu tous. On était un groupe d'étudiants en échange. C'était des petits jobs. Moi, je travaillais à l'hôtel du campus. On peut travailler dans les cafés, à la bibliothèque, au magasin. Mais voilà, c'est plus des jobs comme ça. Ils font vraiment, vraiment attention à vous faire travailler moins de 20 heures. Et puis, c'est à peu près tout. Aussi, oui, faire attention parce que moi, mon visa, du coup, il s'est terminé le 7 mai et je suis rentrée ici le 13 mai. Par exemple, j'ai des amis qui voulaient aller. En fait, j'ai passé quelques jours en Floride avant de rentrer. Et mes amis sont partis au Mexique et je pouvais pas y aller avec eux parce qu'en fait, mon vol repartait d'Atlanta et j'aurais pas pu revenir récupérer mes affaires et repartir puisque ma date de visa, du coup, était terminée. Donc, faire attention à ça. Mais en tout cas, pour voyager dans les États-Unis après la fin du visa, c'est pas un souci. J'ai volé à l'intérieur des États-Unis alors que mon visa était terminé et ça n'a pas posé de problème. C'est vraiment juste pour sortir et rentrer du pays. Henri? Oui, juste avant d'oublier, c'était par rapport au voyage. Donc, c'est vraiment très important. J'avais un visa J1, je suppose que c'est pareil pour les F1 aussi. C'est très important d'aller voir le ISSS local. Donc, c'est quoi? C'est le bureau des étudiants Oui, internationaux. voilà, le bureau des étudiants internationaux pour que la personne en charge là-bas signe une des cases dans le visa qui vous permet de sortir et revenir du territoire. Donc, je pense que c'est une des cases en bas à droite du visa. Il faut que celle-ci soit signée et approuvée par donc le bureau des étudiants internationaux. Sinon, j'ai compris que on pouvait euh, ne pas vous laisser rentrer sur le territoire américain après ça. Oui. Oui, oui, c'est important, hein. Il faut à chaque fois, parce qu'elle vous a expliqué un petit peu que le système CEVIS, c'est un système qui en fait suit un peu entre guillemets les mouvements des étudiants qui viennent sur le territoire avec un visa F, J ou M. M, on n'en parle pas, mais c'est un autre visa, mais qui est vraiment équivalent au F, mais plutôt pour des formations un peu plus techniques ou professionnelles. Mais en fait, tous ces trois documents, le DS 2019 et le I-20, sont créés à partir de la plateforme informatique qui s'appelle CEVIS. Donc CEVIS, ça veut dire Student and Exchange Visitor Information System. Et c'est un système d'information. Et il faut absolument que ce système soit mis à jour régulièrement. Dès que vous quittez le territoire, il faut absolument que ce système soit mis à jour par votre université américaine. Parce que si vous quittez sans rien dire et que vous revenez, du coup, ça veut dire que vous avez fait quelque chose d'un peu bizarre. Voilà. Donc faites bien attention à ça. De toute façon, vous allez généralement avoir une orientation avant de commencer, et votre bureau des relations internationales va vous expliquer toutes les démarches. Il faut bien écouter tout ce qu'ils disent pour ne pas après être surpris, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de procédures administratives aux États-Unis. Hein. Ok, alors je vais continuer un petit peu. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions sur les visas. Je vais regarder dans le chat. J'ai pris. Attendez.
Ok, ça on a répondu. Donc là, on a répondu une personne qui demande, after being settled in the US, can we go to Canada? Of course, yes, you can. Of course, you're not in prison in the United States, but please, whenever you go outside of the US, you really need to update your international student office. So it's very important to tell them that you're going to leave the United States for a certain period of time. Ok, une personne demande est-ce qu'il faut qu'on montre qu'on a acheté un billet de retour? Je ne pense pas, puisque vous allez avoir un visa, donc vous pouvez très bien acheter un billet aller. Et de toute façon, je pense que l'ambassade des États-Unis vous conseille de ne pas prendre votre billet d'avion avant d'avoir fait votre visa. Hein. Donc, ils vont sans doute pas vous demander une preuve d'achat d'un billet d'avion. Ok, je regarde juste. Ok, donc je pense qu'on va parler d'autre chose que des visas. Si vraiment je vois que je n'ai pas répondu à toutes vos questions, j'essaierai de le faire par email ou alors envoyez-moi un email directement. Normalement, vous avez mon adresse email dans la confirmation d'inscription. Hein. Donc là, on va passer à la partie santé. Notamment assurance et puis autres conseils. Donc juste pour, je vais essayer d'aller vite parce que du coup il nous reste pas beaucoup de temps. Donc aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de système public obligatoire. Toutes les assurances santé sont privées. Les soins sont de très haute qualité, hein, comme en France, mais par contre beaucoup plus chers qu'en France. Il n'y a pas de tarif conventionné, tout dépend du médecin ou du centre de soins ou quelquefois de votre assurance. La sécurité sociale française ne sert à rien. Même si vous partez en tant qu'étudiant en échange, vous allez être encore inscrit à la Sécu en France, mais franchement, ça vous sert pas à grand-chose. Et si vous avez une mutuelle complémentaire que vous utilisez en France, généralement, ça marchera pas pour les États-Unis. Hein. Donc, il faut vraiment que vous ayez une assurance complémentaire. Alors, j'ai été un peu trop vite là. Alors, il est possible que votre université, ça se fait de plus en plus, vous impose sa propre assurance santé. Et après, je vais demander à chacun de nos intervenants de nous dire comment ça s'est passé pour eux. Généralement, les assurances américaines sont beaucoup plus chères que les assurances américaines, mais européennes, pardon. Mais quelquefois, il y a un peu plus d'avantages. Même si on vous l'impose, essayez de voir, parce que des fois, c'est marqué en tout petit, si c'est pas possible d'avoir ce qu'on appelle un waiver, donc une exemption de payer les frais de santé, les frais d'une assurance santé. Mais dans ces cas-là, l'université vous demande une preuve que vous avez souscrit à une assurance qui est équivalente à la leur. Donc évidemment, il faut qu'il y ait une description du contrat en anglais que vous allez envoyer généralement à votre International Student Advisor pour prouver que voilà. Et si c'est accepté à ce moment-là, vous paierez seulement les frais de l'assurance française. Est-ce que chacun d'entre vous voudrait nous dire, par exemple, Léonore, qu'est-ce que vous avez pris comme assurance? Oui, donc j'avais fait mon échange, donc je suis rentrée hier. Wow. Vous avez fait mieux qu'Inès. Et Henri est toujours sur place. Hein. Ah, je vois. J'ai eu la chance de partir en échange universitaire à Pace University, donc à New York. Et donc, cette école proposait une assurance pour les étudiants internationaux. Donc, c'est l'assurance que j'ai souscrite. Et donc, effectivement, c'était imposé, mais on pouvait. Enfin, c'était pas vraiment imposé parce que donc on pouvait choisir un waiver tout en justifiant. Et donc, il me semble que oui, l'assurance était Anthem Blue. Et donc, je l'ai payé avant d'arriver aux États-Unis. Et donc, comment ça se passe
une fois sur place. Donc, on paye cette assurance. On a ensuite donc euh, un identifiant qu'on met sur la plateforme de l'assurance et on obtient ainsi notre carte, euh, notre identification card. Et une fois qu'on a cette carte, on va sur le site, on s'identifie sur le site de l'assurance privée et là, on choisit donc un professionnel dans notre zone, enfin, là où on habite. C'est comme ça qu'après, on prend rendez-vous. Et même une fois, le professionnel de santé va vous demander votre numéro d'identification pour votre assurance afin même de s'assurer que l'assurance donc prévoit euh, une collaboration avec ce professionnel-là. Voilà. Mais, Mhm. oui. Et Inès, comment ça s'est passé pour vous? Moi, c'était pareil, c'était imposé en fait par l'université, on n'avait pas le choix. Ça s'ajoutait aux frais qu'on devait payer. C'était inclus dedans. Et avant de venir, en fait, ils s'assurent qu'on a bien tous nos vaccins. On doit remplir des tonnes de fiches pour dire ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, pour qu'ils s'assurent de notre état de santé. Et oui, en fait, l'assurance, j'ai pas eu l'occasion d'aller chez le médecin pendant mon échange, parce qu'en fait, je suis rentrée en décembre pendant presque un mois à Lyon. Mais du coup, en fait, ça s'ajoutait juste aux frais qu'on payait une fois par semestre, et puis c'est tout. Je ne l'ai pas vraiment vu passer. Pour tout vous dire, j'étais censée demander la carte. J'étais censée faire un courrier pour qu'il m'envoie la carte, mais je ne l'ai même pas fait au final, parce que j'en ai jamais eu besoin. Mais c'était juste quelque chose qu'on payait. Et de toute façon, on n'avait pas le choix. Mhm. Oui, Léonore, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, donc juste pour insister sur ce que Inès vient d'expliquer, c'est important aussi de s'assurer qu'on est bien conforme avec tous les vaccins qui sont exigés. Et aussi, donc les Américains exigent aussi des vaccins qui sont parfois un peu différents de ceux qu'on a en France. Mais il me semble que oui, enfin, c'est des vaccins qu'on fait quand on est très, très, très jeune. Donc normalement, on les a déjà faits. Et parfois, ils différencient deux vaccins qui, en Europe, sont euh, parfois condensés en un seul vaccin. Donc voilà, ça aussi c'est un aspect important et c'est auprès de votre médecin traitant que vous obtiendrez de plus amples informations. Oui, Inès? Oui, ce que je voulais dire, c'est que moi, par exemple, il y avait plein de vaccins, j'étais pas sûre de les avoir faits et tout ça. Du coup, c'est mon médecin qui m'a aidé à remplir. En fait, j'ai juste utilisé mon carnet de santé de vraiment quand j'étais toute petite pour savoir si je les avais faits ou pas. Et puis, en fait, j'avais plus trop le temps de faire le reste. Et eux, en général, enfin, moi, en tout cas, ils m'ont proposé de tout faire là-bas. Donc, quand je suis arrivée sur place, en général, ils ont un grand complexe de santé. Et c'est là-bas que j'ai pu faire les vaccins qui me restaient sur rendez-vous. Je suis allée faire parce qu'en fait, par exemple, j'ai déjà eu la varicelle. Et eux, même si on l'a déjà, il faut quand même avoir le vaccin en plus. Donc, du coup, j'ai dû me faire vacciner contre la varicelle en arrivant là-bas à 20 ans. Donc, voilà. Mais en tout cas, on pouvait le faire là-bas. Henri, comment vous êtes débrouillé pour tout ce qui était assurance santé? Donc, de mon côté, à Emory, enfin, à Atlanta, c'était un peu plus simple, entre guillemets. Il y a une assurance qui est proposée par l'université elle-même, mais elle est vraiment extrêmement chère. C'est de l'ordre de 2 300 $ à peu près le semestre. Donc, pas quelque chose que je recommande particulièrement, mais ça dépend des moyens de chacun. Moi, de mon côté, j'ai pris une autre assurance qui était proposée, je crois, qui m'avait été proposée par certains coordinateurs de l'échange à Montpellier, qui est l'ISO. C'est une assurance qui est bien moins chère, donc je crois que pour juillet 2023, donc 31 juillet 2023 jusqu'à mai 21 2024, j'ai payé 806 $. Mm. Et c'est une assurance qui, bon, est acceptée bien sûr par l'université d'Emory et par son système santé, et qui me permet de consulter des docteurs qui sont à proximité aussi. Mm. Par rapport aux vaccins, par rapport aux demandes avant d'entrer sur le territoire, j'avais quelque chose à ajouter. De mon côté,
Étant donné que j'ai fait ma demande de visa en Bulgarie, apparemment, le territoire euh, fait l'objet d'un risque de la tuberculose. Donc, moi, Oui. j'ai dû faire certains tests, enfin, prouver que soit j'avais des anticorps, soit que je n'avais jamais eu. Bon, bien sûr, c'est le cas. Mais vérifiez bien, c'est d'autant plus important si vous ne résidez pas en France ou que vous passez votre entretien de visa ailleurs, donc Allemagne, Tunisie, où que ce soit. Faites bien attention à voir quels sont les prérequis pour les demandes de santé des États-Unis. Oui. Oui, et quelquefois, bon, au consulat, ils vont pas vous demander des preuves de vaccination, mais par contre, votre campus d'accueil peut vous demander des vaccins particuliers, hein. Donc ça, il faut voir encore une fois avec votre International Student Advisor. Donc ça, c'est important de faire les vaccins avant de partir, parce que sinon, après, sur place, c'est trop cher. Enfin, c'est cher. Et c'est pas forcément remboursé par l'assurance. Donc, rapidement, si jamais on vous laisse la possibilité de choisir une assurance santé en dehors de celle proposée par l'université, faites attention à un certain nombre de choses. Trouvez une assurance qui ne va pas vous demander d'avancer les frais si jamais vous êtes hospitalisé, hein, pas forcément quand vous avez juste une consultation. En général, quand vous avez une consultation, je pense qu'il faut payer directement et vous êtes remboursé après. Donc, si par exemple vous êtes admis aux urgences aux États-Unis, souvent ça coûte très très cher. Ça peut vous coûter plusieurs centaines, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars pour certaines pathologies. Donc, essayez de trouver une assurance santé qui va avoir un plafond minimum de 500 000 euros. Et puis qui va vous rembourser selon les frais réels et non pas selon un plafond, par exemple, de la sécurité sociale française, hein, parce que ça sert à rien du tout, ça n'a rien à voir avec les frais de santé américains. Généralement, toutes les assurances ont également une assistance médicale et rapatriement, donc voilà, ça inclus partout. Ça serait bien aussi, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé d'avoir à la fois une assistance juridique, donc frais de caution pénale, si jamais vous vous retrouvez en prison, et ça peut arriver très vite, hein. Dernièrement, j'ai eu une étudiante qui m'a contactée parce qu'elle a été arrêtée par la police. Bon, elle n'a pas fait de la prison, mais voilà, elle a été arrêtée parce qu'elle a fait un excès de vitesse. Elle a eu une grosse amende, donc voilà. Peut-être que vous aurez besoin d'un avocat. Bon, c'est pas les séries américaines, mais quand même. Et puis, si jamais vous causez des dommages, par exemple, si vous travaillez dans un laboratoire, que c'est un petit peu dangereux, etc., peut-être qu'il faut prendre une assurance responsabilité civile. Inès? Oui, je voulais te dire de faire attention avec ça, la police et tout ça, de faire attention. Ma copine qui, elle, était en échange depuis l'Italie et qui est venue avec moi à l'Université de Géorgie, elle avait 20 ans et en fait, on n'a pas le droit de boire dehors dans la rue. Et donc, du coup, elle faisait ça, donc elle a été arrêtée. Plus, ils ont vu qu'elle avait 20 ans. Enfin, bref, elle a dû aller à la cour de justice, elle a eu un procès, elle a dû prendre un avocat. C'est vraiment, vraiment un gros truc. Aussi, quelqu'un d'autre un soir, un autre étudiant en échange, qui avait un peu bu et qui a juste parlé à la police, en fait, qui a traversé le passage piéton alors que c'était rouge pour lui, qui a eu aussi un procès. Vraiment, ça va hyper vite. Faire attention à ce que vous faites. Yes. On rigole pas trop avec la police aux États-Unis, hein, donc faut faire vraiment très attention. So there is one person who asked a question about the authorized medicine that you can bring in the US. There is a list on the CBP website. The CBP is the website for la douane, en fait. C'est l'équivalent de la douane, CBP. So if you want to have information about what you can bring at the US port of entry. Port of entry c'est vraiment la frontière. So everything is written on CBP. I'm not aware of any other website. So I'm going to write the CBP website
on the chat. So this should be something like cbp.gov. No, there. Let me check. CBP. Yes, I think it's cbp.gov. That's right. cbp.gov. Et si vous voulez ramener des médicaments aux États-Unis, il faut venir avec, et si vous les avez dans votre bagage cabine, par exemple, il faudrait avoir une ordonnance avec vous, écrite en anglais, parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes ou peut-être qu'ils peuvent vous confisquer les médicaments. Donc ça serait un petit peu dommage. Je regarde s'il y a d'autres questions concernant... Ah oui, donc une chose, c'est qu'une fois que le webinaire sera terminé, je vous enverrai à tous non seulement un lien, tous ceux qui se sont inscrits, même ceux qui n'ont pas pu participer, j'enverrai un lien vers l'enregistrement et aussi 2 documents qui vous serviront beaucoup, un récapitulatif de la demande de visa et aussi une information assez détaillée sur les assurances santé avec une liste conseillée de... Voilà, c'est pas forcément une recommandation, mais voilà. Ok, donc maintenant je vais, puisqu'il nous reste à peu près 7 minutes, on va peut-être déborder un petit peu. Je vais voir s'il y a des questions précises sur d'autres domaines, si vous avez des questions qui concernent, je sais pas moi, le voyage, le logement, la vie culturelle sur place. Il y aura une autre session en juin sur tout ce qui est différences culturelles entre la France et les États-Unis. Peut-être que Henri, Léonore, Inès, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de partir? Qui veut commencer? Je peux y aller. J'avoue que c'est une question assez compliquée. Euh, Honnêtement, j'étais vraiment très stressé au départ par rapport au logement. J'ai réussi à trouver un logement qui est vraiment très bien pour ma situation actuelle à Atlanta. C'est, ça se trouve c'est une sorte de complexe qui s'appelle Villa International. C'est une sorte de hostel. Enfin, c'est des chambres qui sont partagées, donc en colocation, mais qui coûtent rien par rapport au logement enfin, qu'on peut trouver en centre-ville ou même près du campus. La différence, c'est vraiment 3 fois le prix de ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc, je paye 735 $ le mois, là où d'autres logements en centre-ville ou près du campus peuvent coûter parfois jusqu'à 2100 $, sans inclure tout ce qui est Internet, plus eau, plus électricité, plus gaz. Donc, c'est aberrant. Je pense que ce que j'aurais aimé savoir, si je me remettais à la place du Henri partant le 12 août, ça aurait été vraiment de savoir ce qu'il y a autour, d'avoir quelqu'un qui puisse me donner une petite carte avec les bons coins, les façons de se déplacer rapidement. Donc, pas juste pour s'amuser, mais aussi tout ce qui est course, tout ce qui est pharmacie, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et je pense qu'avoir un peu comme ce qu'on a fait avec cette conférence, avoir une vue générale sur l'administration qui peut être très très lourde et Mm. très stressante, ça peut vraiment aider. Ouais. Léonore? J'étais en train de réfléchir également, notamment du point de vue du logement. Donc,
j'ai eu la chance de pouvoir aller dans la résidence étudiante de Pace, parce que voilà, surtout à New York, c'est vraiment plutôt compliqué de trouver un logement. Donc je sais que les personnes que je connaissais qui avaient également pu partir en échange euh, avaient trouvé leur logement sur Airbnb. Enfin, ils Mm. réussissaient à trouver des échanges, enfin des logements pour longue durée. En plus, Airbnb, ça a été interdit à New York pour les courtes durées, donc longue durée. Sinon, je connais aussi quelqu'un qui avait trouvé un logement chez une particulière sur le site The Roomies. Ça peut être également une solution. Et je connais aussi des personnes qui naviguaient sur des sites, sur des groupes Facebook. Mais bon, ça vraiment, je maîtrise absolument pas. Et donc, ça peut être également une solution, mais bon, c'est un peu compliqué. Mais bon, si je peux vous donner un conseil, ce serait plutôt de privilégier le fait d'être en résidence étudiante, notamment de votre organisme, de votre fac, parce que c'est quand même un très bon moyen de rencontrer de nouvelles personnes et surtout des personnes qui, du coup, sont dans un peu la même atmosphère que vous. Donc, personnellement, j'ai eu une super bonne expérience dans la résidence. C'était vraiment très, très bien parce que voilà, je me suis fait plein d'amis. Et sinon, donc voilà, le logement, ça peut être un point un peu compliqué, mais bon, si vous vous prenez à l'avance, ça devrait bien se passer. Voilà. Inès? Pour parler des logements, moi, je pense que c'était un peu différent parce que, bah, comme Henri qui était à Atlanta, c'est vraiment la ville, et New York, bah, encore plus. Moi, c'était vraiment un énorme campus, comme on voit dans les films. Pour vous dire, le campus, il y a plus d'habitants, c'est plus grand que la ville dans laquelle j'habite maintenant en France. Il y a plus de 45 000 habitants sur le campus. Donc, il y a plein, plein d'options de logement. Moi, j'ai habité sur le campus. Il y a des dorms, vous savez, comme on voit dans les films, avec vraiment des lits superposés, avec des salles de bain communes, tout ça. Moi, j'étais dans un appartement. On avait 4 chambres, 2 salles de bain, une cuisine, un salon, et c'est vraiment des logements étudiants. Donc, j'ai pas eu à m'embêter pour tout ce qui est électricité, eau, courses et tout ça. En fait, tout était déjà inclus dedans. Et pour la nourriture, en fait, on a ce qu'on appelle le meal plan. Et en fait, sur le campus, on a plusieurs sortes de grandes cafétérias où on va manger quand on veut, 24 heures sur 24. On prend tout ce qu'on veut et c'est comme ça qu'on mange. Du coup, je faisais pas de courses, je cuisinais pas. C'était vraiment. Mais en fait, je pense que c'est vraiment le mieux à faire. Il y a beaucoup de gens qui habitent hors campus, on appelle downtown autour, mais souvent c'est un peu moins cher, c'est vrai. Mais si on n'a pas de voiture, je pense que personne n'aura de voiture. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas de voiture pendant 2 semestres. C'est compliqué, surtout en termes de transport en commun, c'est vraiment mauvais là-bas. Nous, on avait un réseau de bus qui roulait sur le campus pour aller d'un bâtiment à l'autre parce que tout est vraiment loin. Mais en voiture, n'essayez pas d'habiter hors campus ou alors ça va être vraiment compliqué. Et puis en plus, ça m'a permis de rencontrer plein d'étudiants en échange. C'est comme ça que je me suis fait des amis, le fait d'avoir des colocs et tout ça. Donc ça, c'est vraiment la meilleure chose. Après, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Parce que c'était ça la question. Euh, bah, de pas trop me mettre la pression, voir que là-bas, en fait, la culture, elle est vraiment, vraiment différente. Les gens vont en cours en pyjama, en Crocs. Enfin, je sais que moi, à Lyon, je m'habillais tous les matins et tout ça. Et puis, le premier jour où je suis arrivée en cours en jean, on m'a dit, mais enfin, les gens me regardaient bizarre parce qu'ils sont vraiment, vraiment en pyjama, quoi. Et donc, ça, et puis aussi, faire attention à ce que je mange parce que j'ai pris 10 kilos en 2 semestres. Donc, là, voilà. Avant d'arriver. Et on va faire attention à ça. La nourriture, elle est vraiment différente. J'ai vu aussi qu'il y avait une question par rapport. Oula, au forfait de téléphone, aux banques et tout ça. Je sais pas si je peux y répondre maintenant, mais moi, Mhm. c'est super simple. En fait, j'ai tout gardé mes abonnements français. Donc, j'ai gardé ma banque française. Je sais pas si ça peut vous aider, mais moi, c'est le Crédit Mutuel. Je suis allée les voir et ils m'ont proposé une option internationale qu'ils ont pour les étudiants. Qui fait que j'ai pas de frais. Vous savez, comme on peut payer en carte dans un autre pays, avoir des frais, ben, en fait, ils m'ont enlevé tout ça. Du coup, j'avais aucun frais à l'étranger, donc je continue à utiliser ma carte. Par contre, comme j'avais un job, ils ne pouvaient pas me payer sur mon compte français. Mm. Donc, j'ai dû ouvrir un compte là-bas qui me servait juste à recevoir mes payes. Donc, voilà, j'ai ouvert un compte, mais du coup, pour recevoir mes payes de mon job étudiant.
Et pour le téléphone, j'ai gardé mon abonnement. J'ai juste aussi, pareil, pris une option internationale. En général, ils en ont tous une. Vous vous renseignez auprès de votre opérateur. Au début, j'avais SFR et j'ai changé pour Free parce que c'était plus avantageux. Mais du coup, c'est une option en général. Vous rajoutez, moi, je rajoutais 5 euros par mois. Et ça m'a rajouté du coup des gigas à l'étranger de 4G, de 5G, pardon. Et aussi les appels gratuits vers la France et aux États-Unis. Même si honnêtement, on n'en a pas vraiment besoin. Je sais que ma mère et mes parents, on s'appelait en FaceTime. On s'appelait pas vraiment en appel normal, quoi. Mais bon, c'est toujours mieux pour appeler les administrations et tout ça, parce que j'avais beaucoup d'appels à passer. Et puis, c'est tout aussi, pas trop me mettre la pression, parce que je sais que mon premier semestre, il était vraiment compliqué. J'étais en déprime. Et puis, en fait, au final, je voulais même plus rentrer. Je sais que tout le monde disait ça, mais je voulais plus rentrer. Au final, j'aimais trop la vie là-bas. Mais bon, j'ai dû rentrer. Ça va vraiment être une meilleure expérience. Enfin, moi, j'ai vraiment contente d'être partie, alors qu'au début, j'étais vraiment réticente. J'ai failli, d'ailleurs, tout abandonner avant de partir. Hein. J'ai failli me dire, mais non, mais je vais rester. En fait, je vais pas partir. Moi, c'était la première fois que j'habitais sans mes parents. J'ai fait ma première machine à laver là-bas. J'avais jamais fait ça avant. J'avais jamais fait des trucs comme ça. Moi, je suis un bébé. Hein. Même mes parents, ils font tout pour moi là-bas. C'était vraiment un choc. Euh, mais voilà. Et aussi, ne pas sous-estimer votre budget parce que tout coûte plus cher que ce que vous pensez. Euh, Mm. c'est, Tout est plus cher en fait. Tout est plus cher et que vous pensez payer quelque chose 17 $ et au final ça sera 25 une fois que vous ajoutez vos taxes et vos devoirs, ouais, c'est cher. Donc, bien se préparer à ça. Et aussi, si c'était à refaire, je l'aurais fait en ayant 21 ans. Parce que là, j'aurai 21 ans la semaine prochaine et je m'en rends compte que ça aurait été plus simple. Parce que franchement, les fausses cartes, les trucs comme ça, c'est mieux d'y aller en ayant 21 ans pour avoir l'esprit tranquille. Mais même si vous n'avez pas 21 ans, vous allez quand même bien vous amuser. Mhm. Léonore, vous vouliez répondre à la question sur les banques, les forfaits téléphone, non? Oui, oui, tout à fait. Donc, même si Inès a déjà partiellement, enfin, a déjà répondu, mais je voulais juste donner ma perspective. Oui, j'ai conservé mes mêmes abonnements téléphoniques. Bon, après, je ne suis partie que pour un semestre, donc c'est aussi à prendre en compte. Mais voilà, donc j'utilisais WhatsApp beaucoup, donc ça fonctionne très bien. Mais j'ai quand même souscrit un numéro de téléphone américain sur Skype. Donc, c'est une option que vous pouvez utiliser. Donc, il me semble que c'est 5 dollars. Et puis après, vous mettez un forfait. Ça vous en avez pour 10 dollars. Et donc, vous avez un numéro de téléphone américain sur Skype. Donc, ça peut être tout à fait utile, notamment pour votre assurance privée, votre assurance maladie. Eh bien, je sais que pour avoir ma carte d'identification, je devais renseigner un numéro nécessairement américain. Donc, Mm. c'est à ce moment-là que j'ai choisi de souscrire ce numéro Skype, parce que avec mon numéro français, c'était pas possible. Voilà, ça peut être utile, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, déjà de ce point de vue-là, c'était sur les opérateurs téléphoniques. Ensuite, dans un second temps, sur les banques, donc j'ai gardé ma carte bleue française, mais j'ai dû la changer juste avant de partir parce que euh, elle ne permettait pas de faire des paiements à l'étranger sans une demande d'autorisation préalable à chaque paiement. Donc c'était vraiment très compliqué. Donc j'ai dû changer ma carte. Donc c'est bien d'avoir posé cette question parce que c'est un aspect important. Donc, passez un coup de fil à votre banque juste avant pour vous assurer que vous pouvez payer à l'étranger parce qu'il peut être possible que vous deviez vous ayez à changer de carte. Et aussi un dernier point que j'avais noté pendant l'intervention de d'Inès, c'est aussi sur les coûts en général. Enfin, le coût de la vie aux États-Unis est plutôt cher, effectivement. Vous allez le constater quand vous ferez vos courses. Mais oui, c'est aussi un aspect à prendre en compte, effectivement. Voilà. Henri, vous avez quelque chose à ajouter pour les banques, forfait téléphone? Alors, je pense que la majorité des choses ont été dites. J'ai souscrit à une assurance. Ah non, pas une assurance. Ah, j'ai ouvert un compte bancaire parce que c'était plus simple pour payer. J'étais un peu dans le même cas que Léonore. Il fallait à chaque fois vérifier avec la banque
pour faire un paiement à l'étranger. Donc j'ai juste ouvert un compte bancaire ici et vu que je travaillais, bah, ça tombait bien, il fallait que j'ai un compte bancaire américain. Et pour le numéro de téléphone, j'en ai pris un aussi assez rapidement, tout simplement parce que c'est bien plus simple. Si jamais on a besoin d'Internet, euh, les transports sont horribles. Donc parfois, enfin, moi, il me fallait une carte pour pouvoir m'en sortir, pour voir à quelle heure le bus passait, quelle station de métro il fallait que j'utilise pour me rendre à tel endroit. Enfin, Mm. donc, pour moi, avoir un numéro de téléphone avec, par exemple, 5 gigas par mois, c'est vraiment excellent. Juste petit point, j'ai l'impression que ici, pour tout ce qui est abonnement, ils demandent à ce que tout soit payé à l'avance. Donc c'est pareil avec mon assurance santé. Au lieu de faire 60, au lieu de me demander les 74 ou 79 dollars chaque mois, ils m'ont demandé à l'avance, donc la totalité de la somme, et c'était pareil pour mon numéro de téléphone. Je sais pas si c'est spécifique à Atlanta ou si c'est pareil partout, mais question budget, c'est de prévoir ça. Mm, mm. Ok, bah, je crois qu'on arrive, on est un petit peu en retard, mais je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Je crois qu'il y a certaines personnes qui vous ont demandé vos emails, Henri et Inès. Je sais pas si vous avez répondu directement. Il y a une personne, Ah oui. non, j'ai pas remarqué. Voilà. Alors soit vous acceptez de partager avec tout le monde, soit vous me dites et puis enfin les personnes qui souhaitaient les adresses email, vous pouvez m'écrire et puis je vous demanderai si ça vous dérange de partager. Moi, Moi, ça je me vais le dérange mettre pas, mais je suis directement dans le pas à Atlanta. chat. Je suis à 1 heure d'Atlanta. Enfin, j'étais 1 heure mais c'est l'université de Géorgie, hein, je veux dire, la plus grande ville à côté, c'est Atlanta. Et de toute façon, il faut aller à Atlanta pour prendre l'avion, c'est quand même à côté de l'Atlanta, mais Mm, mm. c'est une autre ville. Alors, il me faut juste retrouver ma messagerie. Ok. Bon, tchouk. Je vais envoyer mon mail perso. Alors, je l'ai envoyé, je sais pas si la personne l'a reçu. Et bien sûr, si jamais vous recevez des demandes, des questions qui me concernent, vous pouvez toujours envoyer le mail de Paul Valéry. Ça me va. Ok. Très bien. Merci à tous les trois. Et puis, bah, Henri, bonne continuation. Vous revenez quand? Je pars le 30 mai. Ah, Donc, je donc reviens le c'est 30 mai. bientôt le retour. Vous allez peut-être parler tous les trois about n'importe quoi. Bon, sur, mais aussi, vous allez voir, ça c'est un cultural shock. Vous allez revenir en France et vous allez parler en espèce de franglais. Je veux le faire. Mon frère, il me déteste pour ça. J'ai calé mon anglais de partout. C'est horrible. Mais moi, je le fais tout le temps parce que j'ai des collègues américaines, donc je mets un mot en français, un mot en anglais. Donc le choc du retour aussi, ça c'est un autre sujet. Voilà, merci beaucoup et puis très bonne continuation. Puis bon voyage à tous ceux qui partent bientôt aux États-Unis. Merci. Je suis également joignable si des personnes sont intéressées par New York. Voilà. Merci Super. beaucoup et bon Merci à courage. tous d'avoir écouté.